Droit de l'environnement. Introduction. Quand on se pose la question de savoir où trouver les normes environnementales, on peut considérer qu'il y a trois grandes sources. Il y a d'abord le droit international. C'est, on le sait, le droit qui s'applique entre les États. Comment s'élabore le droit international? Par des traités, contrats entre États, entités souveraines irréductibles en droit international. La souveraineté, c'est ne pas avoir de supérieur, pouvoir faire ce qu'on veut. Le droit de l'environnement n'y déroge pas. Si un État n'a pas apposé sa signature sur un traité, il ne peut être obligé de quoi que ce soit. Un État fait ce qu'il veut dans son ordre interne. Les règles dont on va parler sont propres à la France. Les règles sont donc propres à chaque État sauf traité conclu par eux. Un État ne peut se voir imposer une règle par un autre État. Parce que chaque État est souverain, les États doivent être égaux. Or l'environnement ne connaît pas les frontières. La souveraineté qui incite à un individualisme des États entre en contradiction avec la mutualisation des effets du dérèglement climatique. La question climatique est réglée par trois actes. Le premier, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. CCNUC, tous les États doivent agir de concert pour protéger l'environnement. On a des protocoles qui sont des avenants à ce traité. Le protocole de Kyoto sur les marchés d'émissions carbone. Enfin le plus récent, l'accord de Paris de 2015. Il impose aux États un objectif, limiter la hausse des températures à 2 degrés max par rapport à l'ère pré-industrielle. On a cet accord conclu à Paris au niveau international, les États-Unis l'avaient ratifié, en sont sortis, re-rentrés et veulent maintenant en ressortir. L'UE accorde une importance considérable aux accords de Paris. Elle a retranscrit ce traité dans les normes de droit dérivés. Ce par exemple en matière agricole, en matière de construction, de transport. 2035 plus de ventes de véhicules thermiques dans l'UE. Que se passe-t-il quand un État membre de l'Union ne veut pas ratifier un traité signé par l'UE? Aussitôt que l'UE ratifie une convention internationale, l'État est lié. Les États ne veulent pas tous agir pour protéger l'environnement. C'est notamment le cas du Canada. Réduire les émissions de GES, c'est faire des investissements, réduire sa croissance. On a donc des États intéressés pour protéger le climat, d'autres non. Reste qu'en DI, on a des actes qui produisent des effets concrets. La Convention d'Aarhus est reconnue à toute personne résidant d'un État lié par la Convention la capacité à agir contre l'État en question. On retrouve aussi le droit à l'information et à la consultation du public. À ce titre, si un jour on est dans une asso de protection de l'environnement, ou je fais partie d'une entreprise qui fait face à une opposition d'assaut écolo, 4 conditions pour agir contre un nœud, 3 venant de l'article 55 Constitution. Régulièrement ratifié. Y publié au JO. Et appliqué par les autres parties respectées par l'autre partie. Le JA a ajouté la condition de l'effet direct, c'est le fait d'avoir des droits directement octroyés par la Convention internationale. Il faut explicitement que la Convention désigne ceux qui ont le droit d'agir en justice. Mais ce droit peut être accordé par la Constitution. Le droit de l'Union européenne. En droit de l'UE, 3 types de compétences. Le champ exclusif de l'UE. Les compétences d'appui, c'est à des compétences propres des États où l'Europe peut aider, et le domaine partagé où les deux agissent vraiment. Exemple de compétences exclusives, la concurrence au marché commun. Pour la deuxième catégorie, le tourisme, l'Europe ne prend des dispositions qu'à la marge. Dans les compétences partagées, on a le fameux droit de l'environnement, en application du principe de subsidiarité, l'entité la plus propre à agir est celle qui doit le faire. Par exemple pour parvenir à la neutralité carbone du droit de l'immobilier. L'agriculture aussi est une compétence partagée. Pour revenir sur la question du foncier. Le labour libère du CO. L'UE préfère donc la jachère. Règlement 1107/2009 relatif à l'utilisation de pesticides. Mais l'agricole intègre le marché commun, alors que le foncier ça touche à la propriété foncière, question qui en vertu du TFUE est soumise à un principe de neutralité de l'UE. Le droit de l'UE bénéficie de qualités essentielles. La première est la primauté, COSTAR et NEL-CJCE. Aussitôt que les normes européennes sont adoptées, elles s'imposent, sauf directive qui suppose une transcription. Le droit primaire c'est les traités, TUE, TFUE, et la charte des droits fondamentaux de l'UE. Cela s'impose directement. Pour les dispositions relatives aux droits de l'environnement, art. 37 droits fondamentaux, 3 et 4 du TUE, 114 et 191 du TFUE. On a ensuite le droit international, aussitôt que c'est ratifié ça s'impose. Autre type de normes, le droit dérivé, directive, règlement, décision, recommandation et avis. 2 types d'actes ont une physiologie différente. La directive pose une obligation de résultat qui pèse sur les États, qui eux sont libres de choisir les moyens qu'ils veulent. Exemple actuel, en 2000, directive cadre sur l'ODCE. Cette directive nous dit cela, les États ont l'obligation en 2027, obligation de résultat, d'avoir des eaux de bonne qualité sur leur territoire. Corollaire du principe de primauté, si les prescriptions ne sont pas respectées, le non-respect entraîne une sanction. D'ici 2027, la France, Drôme compris. L'État français a donc une obligation de dépolluer, d'avoir de la biodiversité dans les plans d'eau. Cette directive cadre oblige les États membres à mettre en place des schémas de gestion des eaux. On a aussi une approche quantitative, éviter qu'il y ait des pénuries d'eau. En France, 2 types d'actes pour gérer l'eau, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux OSDAGE, et le SAGE schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Ils disent comment gérer l'eau sur une période de 5 ans. On se fixe tant d'espèces à avoir dans l'eau d'ici 5 ans. Les SDAGE et SAGE ont 2 répercussions concrètes, ils s'imposent aux documents de planification en urbanisme. On peut imaginer une volonté de créer une infrastructure touristique, un hôtel aux abords d'un plan d'eau.
Dans ce cadre, pour pouvoir construire, il faut un ensemble d'autorisations. Il faut au moins 2 autorisations pour le droit de l'environnement, outre les autres autorisations comme la licence 4, le droit de diffuser de la musique, norme ERP. On doit obtenir une autorisation loi sur l'eau. L'autorisation loi sur l'eau a la particularité que sa validité dépend des sages et stages, qui viennent eux-mêmes du droit européen. Deuxième caractéristique du droit européen. Arrêt Van Jean en Los, CJCE 5 février 1963, le acte du droit de lieu sont directement invocables devant le juge national. Ces 2 éléments combinés permettent de faire annuler les projets. On a plein de contentieux qui ont donné lieu à la condamnation de la France. La chasse à la glu par exemple, ou la pollution de l'air en 2017, 2021, 2022, 2023. 40 millions payés par la France pour la pollution de l'air. On peut aussi évoquer les continuités écologiques. Les espèces bougent. On parle de corridors écologiques. Des espèces amenées à passer d'un endroit de l'environnement à un autre peuvent être coupées de leur environnement. C'est pourquoi le droit européen impose la préservation de la continuité écologique. Par exemple les ponts animaliers en France. Les PLU doivent intégrer la protection des continuités écologiques. Toutes les constructions neuves sont astreintes à des normes de durabilité. Normes TADOM. C'est encore l'application du droit européen. Pour finir sur le droit européen. En 2018, la Commission européenne adopte le Green Deal européen, le Pacte vert pour l'Europe. C'est une promesse politique où la Commission européenne, Parlement européen, représente les citoyens européens. Le Conseil de l'UE lui représente les États. Troisième institution, la Commission européenne, qui ne représente ni les citoyens ni les États, mais l'UE en tant qu'institution à part entière. Elle propose des textes de la même manière que le gouvernement propose les lois en droit interne. La Commission européenne a fait une promesse, on veut que l'UE, d'ici 2050, soit climatiquement neutre. L'UE veut que sa contribution au dérèglement climatique soit nulle. Toutes ses activités économiques. Cet objectif important détermine plusieurs évolutions législatives en cours, européennes et nationales. La politique climatique européenne s'articule autour de 3 piliers. La promotion des énergies renouvelables. Éco-construction. Diminution des GES. Sur la promotion des énergies renouvelables, Directive RED 3, elle impose des objectifs quantitatifs aux États membres de l'UE. Si les États ne parviennent pas à l'objectif assigné par la réglementation européenne, ils seront sanctionnés. La France a adopté certaines grandes lois pour promouvoir les énergies renouvelables. Dans certaines zones non constructibles car exposées à des risques naturels, on y met des infrastructures d'énergie renouvelable. Deuxième objectif, l'économie circulaire, faire en sorte qu'il n'y ait plus de déchets. On a donc vu les sources internationales et européennes. Troisième échelle, les sources nationales. 2 types de sources, au niveau constitutionnel, et au niveau législatif et réglementaire. Depuis 2005 on a une charte à valeur constitutionnelle. Toute personne a un droit constitutionnel à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Par exemple, l'information sur la pollution de l'air lors des épisodes de pollution. Le préfet a une obligation d'informer les personnes de la dégradation de leur environnement. 2 autres droits reconnus dans la charte de l'environnement, droit à l'information et participation du public. Pour la participation, on fait notamment des enquêtes publiques, obligatoires. Obligation de consulter le public pour solliciter son avis. La démocratie s'est associée le destinataire de la norme à son élaboration. Il y a un exemple récent à Plateau-Caillou, mouvement qui conteste la destruction de la savane pour la construction de logements sociaux. Les opposants avancent que ça a été fait dans le secret, or il y avait eu enquête publique. L'organisation d'une consultation ne garantit pas qu'on sera écouté. D'ailleurs le public s'intéresse peu à ces enquêtes. Quand le public rend un avis défavorable, la seule obligation juridique est de délibérer de nouveau pour voir si on maintient le projet. Quand on élabore un PLU on a l'obligation de faire une évaluation environnementale. C'est une démarche qui consiste à évaluer les conséquences environnementales du PLU. Sur la RCE, elle s'est d'abord développée en France avec 2 lois de 2017 et 2018. On a dans la charte constitutionnelle telle qu'interprétée par le Conseil constitutionnel, une obligation de vigilance, fondement constitutionnel à la RCE créée par le Conseil consti. Elle découle du devoir de protéger l'environnement de l'article 2 de la charte. Aparté sur la RCE, elle peut se décliner au travers de plusieurs instruments. La RCE est une démarche qui vise à responsabiliser les entreprises sur leur impact environnemental. La RCE c'est le contraire de la contrainte et l'obligation. Une obligation c'est je dois faire quelque chose en respectant telle ou telle procédure. La RCE est une obligation d'implication, c'est responsabiliser subjectivement. Article 1833 sur l'objet social des entreprises. La RCE peut se déployer sur plusieurs actions. La RCE peut se traduire par un ensemble de moyens. D'abord la compliance, c'est le fait pour les opérateurs de vérifier eux-mêmes qu'ils respectent le droit. C'est une démarche purement volontaire. C'est ce qui explique que certaines entreprises mettent en place des codes et chartes de bonne conduite. Ce sont des outils de compliance. Une charte n'a aucune valeur contraignante. En revanche, cet outil peut avoir une valeur contraignante sitôt qu'il est compris dans un contrat. Il y a d'autres normes contraignantes mais volontaires, ce sont les labels pour ceux qui souhaitent être protecteurs de l'environnement. Autre outil obligatoire mais pas complètement, c'est la transparence. On parle ici des très grosses entreprises. Le législateur leur impose de communiquer sur ce que l'on appelle la performance extra-financière de l'entreprise par le biais d'une DPES, déclaration de performance extra-financière, obligatoirement rendue publique sur le site internet des entreprises en question. C'est une évaluation des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Autre outil encore plus intéressant, là on est sur de la vigilance. Certaines grosses entreprises doivent produire un rapport de vigilance. Le devoir de vigilance,
c'est l'obligation de communiquer sur les conséquences environnementales, mais en plus les entreprises concernées doivent adopter des mesures pour diminuer ces conséquences. La déclaration vue précédemment c'est juste évaluer et communiquer au public, du name and shame. Enjeu réputationnel. La vigilance c'est plus fort, on a cette première obligation, mais aussi l'obligation de mettre en place des mesures. On a des exemples de contentieux, BNP Paribas, Total, Danone. Total est poursuivi devant le TJ de Paris en raison de ses insuffisantes actions pour limiter les conséquences de son activité économique sur l'environnement. Quelle est la teneur des obligations qui pèsent sur ces grosses entreprises? On peut reprocher à ces dispositifs d'avoir un champ d'application limité, notamment car concernent que de très gros opérateurs. Mais c'est déjà ça. La grosse question qui se pose c'est quelle est la nature de cette obligation de vigilance, résultat ou moyen? La question qui se pose en ce moment, est-ce que les entreprises doivent simplement adopter des mesures pour diminuer les conséquences de leur activité, ou doivent-elles adopter les meilleures mesures pour diminuer au maximum leurs effets environnementaux? Le plan de vigilance n'a lui pas à être sur le site internet. Elles ont l'obligation de le rendre public, donc il est annexé au rapport de gestion publié au greffe, et elles le conservent dans leur siège. Deuxième source de droit interne, les dispositions législatives et réglementaires. On en trouve partout. Par exemple dans le Code de l'environnement, de l'urbanisme, de l'énergie, le Code rural. Il y a aussi des dispositions non codifiées. Premier risque, perte de lisibilité du droit, risque de contradiction. Par exemple, le greenwashing fait de vendre les vertus écologiques d'un produit alors qu'il n'en a pas. Le fait de mentir sur la qualité d'un produit constitue une pratique commerciale trompeuse, prohibée. Mensonge destiné à tromper le consommateur dans la sollicitation du service ou produit. Article L210-1 du Code de la consommation, mauvais article. L229-68 du Code de l'environnement, les pratiques commerciales trompeuses sont interdites, sauf si on met en place des opérations de compensation pour diminuer l'impact climatique d'un produit. Or scientifiquement c'est que la réelle compensation est impossible hors production de noix. Bref on a deux dispositions contradictoires. Troisième risque, qui renvoie à la lisibilité, l'entremêlement des normes. Je suis un porteur de projet. Je dois conseiller mon client qui veut mettre en place un hébergement touristique dans un site protégé. Quand on dépose notre PC, l'administration peut-elle refuser le PC car il ne respecte pas une disposition du Code de l'environnement? Non, car principe d'indépendance des législations. Chaque législation a son champ propre, ce qui emporte pour conséquence qu'une autorisation délivrée sur le fondement de l'une de ces législations n'a pas à respecter les autres. Ce principe souffre quelques exceptions. Il a une valeur jurisprudentielle, CEARES sur Piard. Conséquence de la valeur jurisprudentielle. Article 111 à 5 du Code pénal, le juge pénal peut contrôler les actes administratifs. Le JA aussi bien sûr contrôle la légalité des actes administratifs. Le juge n'est pas une autorité démocratique. Il ne peut pas écarter la loi au respect de la séparation des pouvoirs. Au-dessus de la jurisprudence, il y a la loi, et tout ce qu'il y a encore au-dessus. On peut par exception faire des jonctions entre les réglementations, si et seulement si un texte a établi un pont entre les législations. Donc seulement si la loi l'autorise une administration peut faire fi du principe d'indépendance des législations, idem pour le droit européen. PC égale / égale droit de recevoir du public, ou autorisation environnementale, droit de vendre de l'alcool. Les stations-service sont des ICPE, car génératrices de risques de pollution. Toutes les stations-service ont une autorisation de solliciter une autorisation. Donc PC égale / égale autorisation ICPE. Mais il y a des ponts, un PC pour une éolienne vaut autorisation d'exploitation. Ultime précision, les éléments qu'on verra dans le cours s'appliquent partout en métropole, mais pas toujours sur les territoires ultramarins. Principe d'identité législative et de spécialité législative des collectivités ultramarines article 74 de la Constitution. Dans les DROM, opposés au COM, on est soumis au PPE d'identité législative, tout le droit métropolitain s'applique par principe au niveau local, mais il peut y avoir des adaptations ou mentions contraires de non-application. S'agissant de l'éco-construction, on a des normes qui s'imposent aux constructions, RT 2012 etc. ne s'appliquent pas en Outre-mer. Les COM sont soumises au principe de spécialité législative, l'inverse de l'identité. Au terme de ce principe, les normes applicables sur le territoire métropolitain ne sont pas par principe applicables dans les collectivités d'outre-mer, sauf si elles prévoient expressément leur applicabilité. Par exemple si on va en Polynésie. On ne va pas avoir les mêmes règles qu'au plan national. Il y a un code de l'environnement polynésien. Ils ont leur propre code de l'aménagement du territoire. En Nouvelle-Calédonie il y a 3 codes de l'environnement. Les principes du droit de l'environnement. Un principe est une norme générale qui a vocation à guider l'élaboration et l'application du droit dans un domaine donné. En droit de l'environnement on a 4 grands principes qui déterminent le contenu des normes et procédures environnementales. On peut évacuer 2 principes qu'on a déjà vus, les principes d'information et participation du public. Article L110-1 du Code de l'environnement. D'autres principes plus intéressants, 2 sur lesquels on va s'attarder, principe de prévention et principe de précaution. La prévention trouve son fondement article L110-1 et 3 du Code de l'environnement, mieux vaut prévenir que guérir. Ça signifie que dès le moment où l'on sait qu'une activité aura un impact néfaste sur l'environnement, on va anticiper les atteintes. On agit le plus en amont possible. Par exemple les normes de protection ou interdiction. Interdiction de déverser des produits toxiques dans l'environnement. On a aussi des processus d'autorisation,
comme l'autorisation de défrichement, ou ICPE. Le but est de n'autoriser que si les conséquences pour l'environnement seront autorisées. Autre exemple, l'évaluation environnementale. Les stages et SAGE, c'est aussi du principe de prévention. Ce principe se met en œuvre selon un triptyque ERC, éviter, réduire, compenser. Ça signifie que le porteur d'un projet, lorsqu'il est amené à réfléchir sur son projet, doit d'abord essayer d'éviter que son projet ne cause des atteintes à l'environnement. À défaut, il va les réduire, faire en sorte qu'il y ait le moins d'atteintes possible. À défaut, on va compenser. Comment mettre en place cette séquence ERC? Je veux faire mon projet à roche écrite, je fais quoi? Éviter, c'est simplement ne pas faire le projet. Réduire, c'est prendre des mesures, par exemple réduire la fréquence des vols. L'atteinte résiduelle signifie qu'il faut compenser les atteintes résiduelles à l'environnement. Au lieu d'essayer de réduire, les entreprises se portent sur la compensation, je pollue, je paye. On aboutit à un système qui offre un droit de détruire l'environnement. Actualité du jour au TA de Toulouse, audience sur la légalité de l'autoroute A69. La décision sera rendue d'ici une dizaine de jours. L'un des points les plus sensibles dans le contentieux de la A69, et qui pourrait aboutir à l'annulation, c'est la dérogation espèces protégées. Techniquement, la A69 va aboutir à la destruction de l'habitat d'espèces. Parmi les mesures de protection, interdiction de perturber le mode de vie de ces espèces. À ce principe, il y a une exception, il est possible d'obtenir une DEP, dérogation espèces protégées, autorisation administrative qui permet de porter atteinte aux espèces. Il faut d'abord qu'il n'y ait pas de solution satisfaisante. Pour le cas de la 69, il n'y a pas d'autre tracé possible. Deuxième condition, il faut une RIPM, raison impérative d'intérêt public majeur. Troisième condition, si on autorise qu'il y ait des atteintes à l'espèce, il ne faut pas que cela porte atteinte au maintien de la population protégée à un niveau satisfaisant. En contentieux administratif, un rapporteur public est un membre de la juridiction, un magistrat, qui va donner son avis de façon objective et impartiale sur l'affaire. Il livre une analyse personnelle objective du droit et soutenir une solution sur laquelle le juge pourra se baser. Mais la formation de jugement conserve sa liberté. La plupart du temps, elle suit les conclusions du rapporteur. On fait quoi si l'autorisation est illégale? Car le mal est déjà fait. Une véritable remise en état est impossible. Article L4 du Code de justice administrative, le recours contentieux n'est pas suspensif. Autre principe, plus sensible, le principe de précaution. Dans le doute, on fait pas. Attention, dès qu'on est sur un risque, qu'il y a une incertitude sur la survenance de l'événement, on est sur du principe de précaution. Article L110-1 du Code de l'environnement et article 5 de la Charte. Dernier principe important, le principe du pollueur-payeur. On est toujours sur L110-1 et article 4 de la Charte de l'environnement. Le principe du pollueur-payeur est simple, il signifie que celui qui est à l'origine d'une dégradation de l'environnement doit assumer le coût pour réparer l'environnement. Par exemple le malus écologique quand on achète une voiture. Mais aussi sur la facture d'eau, on paye la distribution mais aussi le traitement des eaux usées. Autre exemple, la TEOM sur l'ATF. Autre mécanisme plus simple, la responsabilité civile extra-contractuelle. Ce principe souffre un certain nombre de carences. Ce défaut on peut l'illustrer en voyant l'exemple du marché carbone. Le problème c'est que si qui pollue paie, qui paie pollue. Les principes de précaution et pollueur-payeur sont inscrits dans le TFUE. Pour notre cours, on va se focaliser sur l'immeuble. D'abord, l'immeuble est soumis à son environnement et aux risques qu'il comporte, mais plus qu'être un sujet passif, l'immeuble peut aussi être un sujet actif, utile à la protection de l'environnement, 2, et dans d'autres cas de figure, il est néfaste à l'environnement, 3. Chapitre I. L'immeuble est exposé aux risques de son environnement. L'environnement est à l'origine d'un certain nombre de risques. Tous ces risques peuvent affecter les personnes et les biens. C'est pourquoi un cadre juridique protège les biens et les personnes. Ce sur deux fondements. Le premier, la protection de l'ordre public. Deuxième fondement, international, la CONEDH. La Cour oblige les États à agir pour protéger les droits garantis par la Convention. On retrouve parmi ces droits le droit à la vie et un autre droit se rattachant à l'environnement. Cette obligation se traduit par une obligation de mettre en place des procédures pour protéger des personnes et évaluer le risque issu de l'environnement. Quand un cyclone approche, on a des procédures pour garantir l'information de la menace. C'est ce qu'on appelle la procéduralisation des droits substantiels. Les décharges peuvent exploser car les déchets produisent du méthane. On a des dispositifs de planification, policiers, 1. Section 1. Les dispositifs de planification. Le RP informe l'acquéreur ou le locataire des risques qui pèsent sur son bien. Deux types de planification permettent d'appréhender les risques qui pèsent sur un immeuble. 1. La planification environnementale. On verra d'abord le PPRN, plan de prévention des risques naturels. Article L562-1 et S du Code de l'environnement. De quelle façon l'existence d'un PPR affecte mon droit de propriété? Le PPR est un document qui vise, sur un territoire, communal, intercommunal, départemental ou interdépartemental, qui recense les différents risques existants sur un territoire. Le but de ces documents est d'abord informatif, mais il emporte un régime juridique. Le principe général est que plus le risque représente un danger pour la population, plus on aura des règles exigeantes. Ça peut être la limitation de l'artificialisation des sols, mais ça peut aller jusqu'à l'inconstructibilité. Le PPR est à l'origine de SUP.
Dans certaines hypothèses, on a des plans de prévention sectoriels, comme les avalanches. C'est-à-dire que le PPR a pour fonction de prévenir les risques en réduisant la vulnérabilité des zones concernées. Dans le PPR, on identifie deux types de zones, les zones de danger et de précaution. Les zones de danger sont celles où le risque est important. La plupart du temps, inconstructibilité. Les zones de précaution ne sont pas forcément exposées au risque mais peuvent contribuer à l'aggraver. Les PPR s'imposent aux constructions existantes. On a 5 ans pour se mettre en conformité. Dans son contenu, le PPR contient une note de présentation, du contexte, de la procédure. On retrouve un diagnostic du territoire. On retrouve un document graphique, zonage graphique réglementaire. On trouve aussi un règlement écrit. C'est ce règlement écrit qui définit les règles s'appliquant aux constructions nouvelles et existantes. C'est un document qui n'est pas élaboré par les CT, mais par les services de la préfecture. Dans le processus d'élaboration, on retrouve les principes précédemment évoqués, avec une évaluation environnementale. Ça doit aussi faire l'objet d'une enquête publique. On a aussi une consultation des collectivités locales. Ce document est annexé au plus. La collectivité en charge de l'urbanisme n'a pas le choix de respecter le PPR. À défaut, elle s'expose à la nullité de son plus, à tout le moins les dispositions litigieuses, mais en plus elle expose sa responsabilité en cas de délivrance d'une autorisation contrevenant au PPR. Si la personne concernée par le PPR n'agit pas, le préfet a le pouvoir de faire réaliser les travaux aux frais du propriétaire. Le PPR est un acte administratif. Il peut donc être contesté devant le juge. Ce document est annexé au baux et acte de vente, on le reverra. Il existe des plans plus spécifiques, comme les PPRM, ou plans de gestion des risques inondations au PPGRI, ou PPRT. Attention, autant la commune ne peut pas être plus souple que le PPR, autant elle peut être plus stricte. Dans le code de l'urbanisme, on a d'autres éléments qui permettent de réduire la vulnérabilité des immeubles. Article L101-2 du code de l'urbanisme nous donne tous les objectifs des documents d'urbanisme. A. Le RNU. Certaines communes ont toujours un POS, d'autres ont un PLU, le reste a une carte communale ou rien. Ces deux dernières catégories sont régies par le RNU. Le RNU contient des règles supplétives et impératives. Parmi article R111-2 du code de l'urbanisme, prévoir la possibilité pour les services instructeurs des autorisations d'urbanisme, de refuser ou conditionner un projet pour intégrer son exposition au risque. Fait partie du régime impératif. Il accorde une compétence aux collectivités. Parfois les CT estiment que le PPRN ne va pas assez loin. Cet article permet de combler les lacunes d'un PPR en adoptant des normes plus strictes. On peut aussi prendre en compte des éléments environnementaux non envisagés par le PPR, comme la sécheresse. B. Le PLU. Quand on regarde le contenu d'un PLU, toutes les composantes peuvent traiter de la question des risques. Le rapport de présentation, c'est un. Il ne fixe pas les règles. Il expose les risques. C'est un outil important en pratique, notamment d'un point de vue contentieux, car il permet de justifier le bien fondé des règles imposées aux administrés. Le règlement graphique est un document qui peut classer des zones en fonction de l'exposition à un risque. Le risque influe sur le classement en zone urbaine, etc. Le règlement écrit lui décrit le régime juridique, et c'est lui qui peut aller plus loin que les prescriptions du PPR. La légalité des exigences des servitudes d'urbanisme dépend en grande partie des justifications données dans le rapport de présentation. Là où on pourrait penser que le rapport est superflu, en fait il a de l'importance au contentieux. Le rapport de présentation permet au juge de déterminer si la commune s'est rendue coupable d'un excès de pouvoir. On a la possibilité devant le JA de ne contester qu'une partie de l'acte litigieux, la prescription qui nous pose problème. Il existe un dispositif dans le code de l'urbanisme, article L111-15, qui est un droit de reconstruction à l'identique pour les personnes qui ont un immeuble détruit par un sinistre. Il peut s'agir d'un tremblement de terre, une avalanche, etc. Ce droit permet de redéposer une demande de PC, instruite sous l'empire de la réglementation du moment où la construction a été édifiée. Le droit de reconstruction à l'identique signifie que, on a des normes qui imposent des performances énergétiques des bâtiments. Les nouvelles constructions sont illégales si elles ne respectent pas les prescriptions. Si on applique ces règles, la reconstruction nous coûtera plus cher que la maison détruite. Donc elle ne s'impose pas, on applique le droit applicable auparavant. Plusieurs conditions, le bien ne doit pas avoir été détruit depuis plus de 10 ans. La deuxième condition est que le bien dont on demande la reconstruction à l'identique. Il faut que la construction initiale ait été édifiée régulièrement. La troisième condition, il ne faut pas qu'il ait dans le PPR ou dans le PLU ou carte communale, une disposition qui empêche ou neutralise la reconstruction à l'identique. Section 2. Les dispositifs policiers. Le maire a l'obligation de prévenir les risques, par des procédures d'information, des travaux. Deuxième type de mesures, les mesures de sauvegarde. Elles interviennent dans le cadre de l'article L2212-4 du CGCT, sécuriser les personnes exposées à un risque de sauvegarde imminent. La commune rend accessible par exemple un gymnase pour les populations sinistrées. Ils peuvent à ce titre empêcher la fréquentation de certains sites. La combinaison de ces mesures conduit les maires à prendre des mesures pour faire face aux risques. En revanche, son obligation d'agir et protéger des personnes ne va pas jusqu'à. Tout risque ne peut pas être maîtrisable. Mais il faut aussi prendre en compte le coût. Il peut organiser l'acquisition amiable des biens. À défaut, on peut passer par l'expropriation pour cause d'UP, pour cause de risque naturel. Puis, quatrième modalité d'action possible, on peut mettre en place un droit de préemption. En matière de risque naturel, le seul droit de préemption est celui pour cause d'exposition à des risques côtiers. Section 3. Les dispositifs fonciers. Ce sont des dispositifs qui, par leur nature même, affectent le droit de propriété des personnes qui sont exposées au risque. A. L'unité des modalités d'indemnisation. Tous les biens peuvent être soumis à un risque naturel.
Déjà l'exposition dévalorise le bien. Ça entre en compte dans l'indemnisation. En fait non, l'indemnisation se fait sans tenir compte de ce risque. Ce dispositif d'indemnisation repose sur un fonds mis en place en 1995, Fonds Barnier, le Fonds des préventions des risques naturels majeurs. Ce fonds Barnier pourra financer plusieurs choses. C'est lui qui pourra financer des biens exposés à un risque. C'est sur la base de ce fonds Barnier qu'on pourra financer des travaux liés à l'exposition au risque. C'est un complément de financement pour les collectivités. Il finance également l'élaboration des PPR. Ça va aussi financer des mesures comme le relogement des personnes, communiquer sur les risques. Mais la vraie question c'est comment est-il financé? Ce fonds est financé sur la base d'un prélèvement qui se calcule sur la garantie CAT-NAT, catastrophe naturelle des contrats d'assurance. On la retrouve L125-1 du Code des assurances. Tous les contrats d'assurance des biens ont l'obligation de contenir une clause de garantie contre les risques naturels. On a un prélèvement de 12% sur la somme prélevée par l'assurance. Le fonds Barnier ne peut pas financer tout type de risque, de la même façon que CAT-NAT n'assurera pas tout type de biens. Il y a une liste de catastrophes listées à L3 de l'article précité. B. La diversité des dispositifs. On va ici se concentrer sur deux dispositifs, l'acquisition amiable, 1, et forcée, 2. Le premier trouve article L561-3 du Code de l'environnement. Ça repose sur la rencontre des volontés. D'abord, il faut être couvert par CAT-NAT. Ensuite, les biens doivent être exposés à l'un des risques listés par le Code. Autre condition, le bien que l'on envisage d'acheter doit être sinistré pour moitié de sa valeur. Dernière condition, l'acquisition amiable doit coûter moins cher que les mesures de prévention qui pourraient être mises en place. 2. L'acquisition forcée. Nous on voit l'acquisition pour les risques naturels. Le domaine public maritime désigne la propriété de l'État sur le littoral. Du fait de l'existence, avant l'institution du domaine public naturel, le juge reconnaît la garantie des droits acquis. Mais en théorie, les personnes qui ont des propriétés sur la berge sont expropriées de fait au fur et à mesure que les strands progressent sur leur propriété. Utilité publique est juste et préalable indemnité pour l'expropriation, et on n'a rien de tout ça ici. Question au Conseil constitutionnel, pour qui ça ne pose aucun problème. Car ça n'est pas l'État qui s'est approprié la parcelle. L'État est devenu propriétaire malgré lui. C'est celle SCI Pascal. Ce qui pose problème, c'est l'absence de contrepartie, l'État est bénéficiaire sans contrepartie. Cours à rattraper. Un outil contractuel présente des caractéristiques remarquables, l'ORE, obligation réelle environnementale. D'autres outils contractuels interviennent. 2. Les autres contrats. On peut penser d'abord au basique contrat de prestation de service, le contrat de louage, article 1710 du CCV. Contrat en vertu duquel une partie en paye une autre pour que l'autre réalise une prestation à son profit. On peut en tant que propriétaire payer quelqu'un pour qu'il entretienne ma propriété. On a vu hier le cas du château dont les propriétaires avaient signé avec la LPO un contrat pour la protection des marronniers. Deuxième outil, les notaires y sont confrontés. Lorsque certains baux dépassent une certaine durée, ils doivent être reçus en la forme authentique. Certains ont un aspect environnemental prégnant, les baux ruraux. Par principe, quelles sont les obligations du propriétaire? Mettre à disposition le bien. Pas de trouble dans la jouissance du bien, c'est la jouissance paisible. Quand on applique cette jouissance paisible au bail rural, le preneur à bail peut en principe faire ce qu'il veut. Il y a dans le CRPM un encadrement, notamment du fermage. C'est pourquoi on a innové et créé un nouveau contrat, du moins on a amendé le bail rural pour faire un bail rural à clause environnementale au BRE, ARL 411-27 du CRPM. Grâce à cet article, le propriétaire du bien peut imposer à son cocontractant des clauses de protection de l'environnement. Le propriétaire peut imposer par ce biais des limites dans l'exploitation. On a une liste limitative d'obligations qu'on peut retrouver article R 411-9-11-1. Quelles sont ces clauses? Des obligations de ne pas faire? Devoir ou interdire de couper des arbres, d'utiliser des pesticides. Accomplir certaines actions positives. Obligation d'avoir recours à l'agriculture biologique. Encadrement des méthodes de récolte. Ce contrat a le vent en poupe car l'agriculture bio est assez soutenue par les pouvoirs publics. C'est un contrat sur le long terme car peut être conclu pour une durée de 9 ans au moins. Contrat personnel bien entendu. Il est par exemple utilisé par les agences de l'eau dans les DROM. On avait vu les SAGE et SDAGE. On a aussi des autorités spéciales. L'eau est aussi gérée par des entités prévues spécialement à cet effet. En général, le préfet de région est préfet coordinateur de bassin. C'est l'exécutif. On a le comité de bassin, sorte de parlement de l'eau. Ils adoptent les SDAGE et SAGE. Ils fédèrent les usagers de l'eau, CCI, Association de protection des consommateurs, etc. Le SDAGE sera approuvé par le préfet coordinateur de bassin. Le droit européen impose d'avoir une bonne qualité de l'eau. C'est pourquoi on a aussi des organes opérationnels, l'agence de l'eau. Dans les DROM on parle d'office de l'eau. Elles peuvent acquérir des parcelles pour protéger la ressource en eau. Si j'ai sur ma propriété une source ou point de captage, le Code de l'environnement impose une appropriation publique de la zone de captage. Ces agences, quand ils ont ces biens, peuvent vouloir les valoriser, en concluant des BRE. L'avantage de ce contrat, au-delà du fait qu'il protège l'environnement, c'est qu'il y a une contrepartie pour le preneur à bail. Il pourra négocier le montant du fermage. Ces contrats peuvent aussi être conclus entre personnes publiques. Contrat de plan État-région. L'État peut y imposer aux régions d'intervenir dans certains domaines, par exemple la gestion de l'eau ou des déchets, action soutenue par une subvention. Le contrat tend à remplacer l'action unilatérale de l'État. Quels sont les moyens de l'action publique?
La mesure de police, arrêté, décret, loi. Purement unilatérale. Sauf que ces dernières années, on a une transformation des procédés de l'action publique. On se rend compte que les personnes publiques recourent de moins en moins aux procédés unilatéraux, au profit de modes d'action beaucoup plus souples. Comme le contrat. Le contrat, théoriquement, n'impose rien. On permet à des personnes de cristalliser une volonté commune. Par exemple, le plan sushi, charte qu'il l'État à un ensemble de vendeurs de sushi à emporter, pour que ces dernières n'utilisent plus le plastique noir, car le colorant rend le recyclage difficile. L'idée est qu'un outil consenti sera mieux appliqué. Le nudge, moyen vicieux d'orienter le comportement des personnes sans que ces dernières ne s'en rendent compte. Architecture des choix. À côté du contrat, on a d'autres outils. Section 2. La fonction environnementale de l'immeuble saisie par la responsabilité. La responsabilité civile a pour fonction de rétablir l'équilibre patrimonial. Conséquence, si on porte atteinte à un élément d'une propriété, on peut envisager l'engagement d'une responsabilité. Cette logique a longtemps posé un problème en matière d'environnement. Car on n'a pas que des choses appropriées, on a des res nullius. Elle n'est dans aucun patrimoine. Conséquence, si je tue un animal sauvage, ma responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun. Cet état du droit a prévalu jusqu'en 2016, en vrai 2012. En 2016, le législateur par la loi du 8 août 2016 est venu consacrer le préjudice écologique, article 1246 et S. Il permet d'engager le responsabilité des personnes. Le préjudice écologique pur s'oppose au préjudice écologique qui porte également atteinte au patrimoine. Le législateur l'a fait en 2016, mais la Cour de cassation CH Crime Mare Erika de 2012. On ne peut pas tolérer que les atteintes non patrimoniales ne fassent pas l'objet d'indemnisation. C'est une extension du principe du pollueur-payeur. L'indemnisation profite d'abord au requérant à condition qu'il exerce des actions pour l'environnement, en général des associations de protection de l'environnement. Par exemple, le 26 mars 2024, la Cour de cassation a condamné 3 entreprises à payer une grosse somme. 3 entreprises font des travaux sur une parcelle protégée, sont rentrées à coups de bulldozer sur cette parcelle abritant des espèces protégées. Ces 3 entreprises ont été condamnées à payer 184 000 €. Autre exemple, dans le parc national des Calanques. Dans cet espace, on avait des braconniers qui allaient pêcher et revendre à des restaurateurs qui savaient ce qu'ils achetaient. Braconniers et restaurateurs ont été condamnés. On voit que l'outil sert. Les associations de l'environnement pouvaient obtenir l'indemnisation en faisant valoir une atteinte à leur intérêt moral, et ce avant même la jurisprudence de 2012. Élément intéressant, c'est que l'engagement de la responsabilité peut se faire à l'encontre d'une personne publique. Par exemple l'État, sur le fondement de 1246 du Code civil. On a des exemples de condamnation de l'État, notamment sur la prolifération des algues vertes en Bretagne. Début 2023, le TA de Rennes a condamné l'État. En 2021, l'État a été condamné sur ce fondement, pour inaction climatique. Notre affaire à tous. Conséquence, le TA de Paris a jugé l'État responsable. L'État est traité différemment des personnes privées. Le JA est réticent à imposer des DI à l'État. Il passe plutôt par des injonctions. Avec des astreintes? Là où le droit de l'environnement tape le plus fort, c'est lorsque l'immeuble nuit à l'environnement. Chapitre 3. L'immeuble nuisible à l'environnement. L'immeuble peut être générateur de risques, il peut générateur de GES et contribuer au changement climatique. C'est pourquoi le droit encadrait les nuisances qui émanent de l'immeuble. Section 1. L'immeuble générateur de nuisances. Les nuisances peuvent être appréhendées par 3 types d'outils, l'urbanisme, l'environnement, et les procédures d'information. 1. L'appréhension des nuisances par le droit de l'urbanisme. Le premier outil c'est le RNU, qui précède le plus. Le RNU. C'est un socle de règles minimales qui s'applique pour partie partout, règles impératives, pour partie au seul territoire non doté de réglementation locale, partie supplétive. On a des dispositions qui permettent d'appréhender les nuisances des immeubles. Première disposition, article R111-26 du Code de l'urbanisme. On ne peut pas délivrer un permis si on ne respecte pas un minimum l'environnement. On est sur une limite à l'indépendance des législations. L'article nous dit que les autorisations d'urbanisme doivent respecter les préoccupations environnementales. Conséquence de cette exigence, un projet ne peut être accepté parfois que s'il accompagné de prescriptions spéciales pour protéger l'environnement, on peut Si on a une mairie qui se confronte à une autorisation urbanie, la mairie peut, même si le permis est conforme au plus, d'assortir des prescriptions. Mais on ne peut pas sur ce fondement s'opposer au projet. R111-27 du CRPM, cette disposition permet elle de s'opposer aux autorisations d'urbanisme. Dans ce cas, il faut que les constructions, par leur dimension, architecture, emplacement, soient de nature à porter atteinte au caractère ou intérêt aux lieux avoisinants, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. En gros on peut protéger le paysage sur ce fondement. On a à côté des dispositions du RNU, les dispositions du PLU qui peuvent contenir des exigences pour limiter les nuisances des immeubles. B. Le PLU. Comment un PLU peut-il gérer les nuisances? On va un peu revoir les mêmes choses qu'on avait vues à propos des risques. D'abord, pour fonder ces exigences, il faut que les paysages etc. soient précisément listés et décrits dans le rapport de présentation. Ensuite, le règlement graphique doit identifier les zones dans lesquelles il y a des règles spéciales qui devront être respectées. PLU article L141-1 ou R151-1 du Code de l'urbanisme. Ce qui nous amène à la troisième composante, le règlement écrit. Il peut déterminer le statut des zones et leur constructibilité, donc empêcher la construction d'un immeuble pour conserver les caractéristiques des lieux, en classant en zone AON. Ensuite, le PLU peut toujours prévoir de façon plus précise des règles spéciales. Dans telle rue, zone, on peut faire ça ou ça.
Il peut aussi imposer des normes plus environnementales. Il peut interdire ou imposer une proportion maximale d'imperméabilisation des sols. On peut avoir un coefficient de biotope dans certains plus. Une partie à laisser sauvage sur la parcelle. Dans le plus on peut avoir des règles supplémentaires en termes de performance énergétique L151-21 ou R151-42. Ou imposer l'utilisation d'énergie renouvelable, tu dois mettre des panneaux sur le toit. Il peut aussi imposer des éléments de l'environnement à conserver absolument, tu peux pas couper tel arbre sur le fondement d'une SUP. On a ensuite un deuxième outil qui intervient pour protéger l'environnement face aux nuisances, c'est le droit de l'environnement. 2. L'appréhension des nuisances par le droit de l'environnement. ICPE. En droit de l'environnement il y a BCP de régime qui pourrait être étudié dans ce paragraphe. On ne verra que les ICPE, article L511-1 et S du Code de l'environnement. On l'inscrit dans le RP, savoir si on est concerné par une ICPE. C'est un régime juridique qui applique le principe de prévention. Une ICPE est une installation dont on sait qu'elle aura une conséquence négative pour l'environnement, ou qu'elle présente un risque. Il y a des immeubles qui en raison de l'exploitation à laquelle ils sont voués, provoquent des nuisances environnementales. Exemple, lorsqu'on a des élevages avec ces centaines de têtes de bétail. Il y a les nuisances sonores, olfactives, mais aussi le risque de pollution pour les sols. Le régime des ICPE est conçu pour encadrer ces installations. Il y a une règle simple, plus le risque pour l'environnement est grand, plus on aura des règles exigeantes. Soit les ICPE sont désignés comme tels par la loi. Les éoliennes et carrières par exemple. Les éoliennes sont très mauvaises pour la biodiversité, car les oiseaux se prennent les pales. Il y a beaucoup d'autres installations désignées par la loi et le règlement. On a un tableau, une nomenclature dans le Code de l'environnement, qui identifie des activités. Il faut respecter le principe de proportionnalité. 3 grands régimes juridiques en matière d'ICPE. Par principe dans le cadre d'un régime d'autorisation, on ne commence que lorsqu'on a obtenu l'autorisation. C'est l'inverse pour les déclarations. En ICPE on a la même dichotomie. On a autorisation, enregistrement, et déclaration. Les ICPE soumises à autorisation. Ils ne concernent que les ICPE qui présentent un risque important pour l'environnement. Dans ce cas, pour pouvoir mener à bien le projet, il faut obtenir une autorisation environnementale. C'est la faculté d'exploiter un immeuble de telle façon. À ce titre, l'autorisation environnementale ne se confond pas avec le droit de l'urbanisme indépendance des législations. Pour exploiter une ICPE, si on a besoin d'un bâtiment, je m'adresse au service de l'urbanisme pour obtenir le PC, et à la préfecture pour obtenir l'ICPE, sauf exception pour les éoliennes pas exemple, où l'autorisation environnementale vaut PC. Les ICPE soumises à enregistrement. Le risque est ici modéré. Il y a un risque important pour l'environnement qu'on s'est encadré par des procédures standardisées. C'est un régime d'autorisation simplifié. On montre que l'installation respecte un cahier des charges prédéfini. Exemple, les stations-service. On a, troisième régime, les ICPE soumis à déclaration. Ce sont les ICPE qui présentent un risque faible. Ce régime concerne 90% des ICPE. On ne peut pas mettre en place son activité dans ce cadre si la préfecture s'oppose à ce qu'on mette en place notre activité. Statistiquement, une ICPE soumise à autorisation se fait contrôler tous les 90 ans. L'autorisation environnementale pour les ICPE peut être requise dans d'autres cas. Par exemple si mon activité porte atteinte à la ressource en eau ou les milieux aquatiques. Je veux faire un resto sur pilotis sur un étang. Il faudra alors une autorisation loi sur l'eau article L242-1 du Code de l'environnement. Dans certains cas, pour les installations classées qui sont problématiques pour l'environnement, on peut exiger dans la constitution du dossier qu'il y ait des garanties financières constituées par l'exploitant. Car, quand une ICPE prend fin, au terme de l'exploitation, il y a une obligation de remise en état. Les exploitants peuvent organiser leur insolvabilité au moment de faire cette remise en état. S'agissant des règles qui encadrent le fonctionnement d'une ICPE, elles sont exposées dans l'arrêté d'autorisation. 2 sources, l'arrêté d'autorisation, et des arrêtés ministériels qui imposent des règles pour des types de structures, voire même des arrêtés préfectoraux si la situation l'exige. Quand une ICPE prend fin, il y a remise en état, qui doit être contrôlée par les services de l'État. Il doit informer les services de la préfecture qu'il cesse son activité, car à partir de ce moment court le délai d'obligation de remise en état. On y nomme le nouvel exploitant, le liquidateur judiciaire le cas échéant, et parfois la remise en état peut retomber sur le propriétaire du terrain après départ de l'exploitant, c'est si on a contribué d'une façon ou d'une autre à la dégradation, y compris par négligence. La remise en état est soumise à la prescription trentenaire. Si le préfet est négligent, car il lui appartient d'exercer le contrôle, l'État sera responsable. Troisième type d'outil. 3. L'appréhension des nuisances par les procédures d'information. On avait vu 2 séries d'obligations, acquéreur-locataire, mais aussi les informer de l'existence d'une indemnisation passée pour risque naturel, CAT-NAT. R125A5. Ici on va retomber sur le même raisonnement qu'avec les risques, mais l'objet de l'information est différent. L'appréhension passe par 2 dispositifs. Il y a un outil spécial qui existe au niveau national, le SIS, secteur d'information sur les sols, élaboré par l'État, R125-6 du Code de l'environnement. Cette carte fait figurer les terrains très pollués, et tellement pollués que si on change la destination des sols il faudra faire des études techniques. C'est un dispositif qui se veut informatif dans la mesure où il a vocation à identifier les terres polluées,
et faire en sorte que les utilisations futures soient appropriées au degré de pollution du terrain. On ne va pas mettre une crèche sur un ancien titre pollué. Le SIS est accessible sur Géorisque, doit être annexé au document d'urbanisme, et fait l'objet d'une information IAL, article L125-7. À défaut, même conséquence que vue hier, faculté de demander la résolution du contrat, la diminution du prix, ou même réhabilitation du site aux frais du vendeur si et seulement si le coût n'est pas disproportionné par rapport au prix de vente. Ces actions sont possibles dans un délai de 2 ans après la découverte de la solution. C'est très protecteur. Puis il y a un troisième élément qui intègre le RP. C'est l'information relative aux terrains qui ont accueilli une ICPE autorisation ou enregistrement, article L524-20 du CE. L'information ne consiste pas forcément à dire qu'il y a une ICPE, mais aussi l'histoire de la parcelle, voici quelles sont les conséquences, faut-il prévoir des mesures pour protéger la santé. L'acte de vente doit attester de la formalité. En cas de non-information, si la pollution rend le terrain impropre à sa destination, l'acheteur a alors plusieurs possibilités, celles vues précédemment. La prescription est la même. Le notaire doit alors se renseigner sur quand a cessé l'activité, voir s'il y a eu remise en état, et c'est compliqué s'il y a eu des mutations successives entre-temps. Voir s'il y avait eu déclaration de cessation d'activité. Arrêt Canada Lyon 20 octobre 2022, des notaires et les vendeurs ont été condamnés in solidum en raison de ce défaut d'information lié au passé industriel d'un site. Jusque dans les années 2000, on avait des blanchisseries. Puis les terrains deviennent constructibles pour autre chose après l'exploitation. Maison avec piscine à 400 000 €. La famille veut faire des travaux d'extension. Une pollution est dévoilée sur le terrain, produits chimiques, hydrocarbures, métaux lourds, etc. Mais au moment de la vente ils n'avaient pas été informés. Ils se retournent sur le notaire et les vendeurs. Pour la Canada, effectivement il y a une obligation d'information article L524-20 du CEV. Les notaires avaient mal mené l'enquête, et l'un des notaires était l'ancien notaire de la société industrielle, donc il ne pouvait pas ignorer le risque. Le notaire était proche de la famille du vendeur et aussi du maire. La Canada a condamné et le vendeur et le notaire à dépolluer le site. Le montant s'élève à 723 000 €. La décision a été rendue sur le fondement de l'article 1604, délivrance conforme. La question c'est l'articulation des textes généraux et spéciaux. Parmi les nuisances que peuvent occasionner les immeubles, il y en a d'autres dont on parle, c'est les GES. Ils mobilisent un arsenal juridique complet. Section 2 l'immeuble générateur de GES. Les bâtiments et leur performance énergétique. On va ici approcher la dimension climatique du bâtiment. Le bâtiment, en France, est à l'origine de 43% de la consommation énergétique. Ce qui représente un quart des émissions de GES en France. Cette prise de conscience de l'impact énergétique est récente. Souvent, le bâtiment était perçu uniquement comme un objet de PPT. Dès 1973 des règles relatives à la performance énergétique des bâtiments, suite au choc pétrolier. Quand on regarde le CCH, on voit qu'il y a un titre spécial dédié à la performance énergétique et environnementale. Article L171-1 du CCH. On a rajouté performance environnementale pour tenir compte d'autres nuisances, par exemple pour la gestion de l'eau et des déchets. Toute cette dynamique s'inscrit dans les actions internationales et européennes sur le changement climatique. Par exemple en termes d'efficacité énergétique, l'UE veut que la performance ait été améliorée de 11,7%. Pour atteindre ces objectifs, le législateur national ne pouvait pas rester inerte. En France, on a une reprise des objectifs article L100-4 du Code de l'énergie. Il fixe les objectifs de la France sur le réchauffement climatique. En termes contentieux, l'article L100-4 fixe donc des objectifs. Le législateur a imposé au pouvoir réglementaire des trajectoires, objectifs intermédiaires, atteindre des paliers, c'est la stratégie nationale bas carbone. Ces objectifs se retrouvent dans la SNBC qui repose sur des budgets carbone. Quand on a un objectif assigné à l'État. 2019 à 2023, 75 m de tonnes max 2024 à 2028, 60 m. 2029 au 2033, 43 m de tonnes. Le premier objectif est la performance énergétique des bâtiments. Deuxième objectif de la politique nationale en termes de diminution des nuisances des bâtiments, au regard de l'ensemble de leur cycle de vie. On verra la prochaine fois les outils contraignants. Avant ça, petite parenthèse sur Garance, et l'assurabilité des biens sinistrés. On a vu que certains biens n'étaient pas assurés CAT-NAT, donc ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation. On état sur la performance énergétique des bâtiments. Dans le CCH, certains objectifs sont imposés en matière de construction des bâtiments. On s'achemine vers une performance environnementale, plus large que la simple performance énergétique. 1. Les outils contraignants. Il y a deux types d'outils contraignants, techniques et non techniques. A. Les outils techniques. Ils renvoient aux exigences techniques qui doivent être respectées pour certaines opérations. On en verra deux, la construction des bâtiments et leur rénovation. Les dispositions sont les articles L172-1 et S du CCH. S'agissant des opérations relatives aux bâtiments existants, article L173-1 et S. 1. La construction des bâtiments. Quand on construit un bâtiment, quelles règles doivent être respectées? Il y a une réglementation thermique, l'ART, qui porte un autre nom outre-mer. La notion de réglementation thermique s'est enrichie au fil des années, avec deux constantes, la minimisation des consommations énergétiques du bâtiment et entre 1974, la première RT, et la dernière, 2020, il y a eu RT. Pourquoi avant 1974 on ne se souciait pas de la performance énergétique?
En 1973 on a un choc pétrolier, la France réalise qu'elle doit réduire sa dépendance aux énergies fossiles. On cherche à diminuer de 25% la consommation énergétique des bâtiments neufs, et réduire les déperditions de chaleur. Mise en place d'une couche d'isolation thermique. Elle impose dans les nouvelles constructions de mettre en place des thermostats pour réguler la température, et fixe un coefficient à partir duquel on va évaluer la performance énergétique de l'immeuble. Ce coefficient G est une mesure de la déperdition thermique des bâtiments. On va imposer des obligations de résultats aux constructeurs de bâtiments. La RT 2012 suit le loi Grenelle IE2 qui cherche à lutter contre le changement climatique. Fait suite au constat de l'insuffisance de notre réglementation. La question prend un tournant environnemental et plus seulement stratégique. RT 2012 par décret du 26 octobre 2010. Concerne tous les projets de construction en France métropolitaine vont être astreints. Sont exemptés les bâtiments temporaires, ou par nature énergivores comme les chambres froides, ou bâtiments ouverts vers l'extérieur. Cette RT 2012 ne repose pas sur un coefficient, mais 3. Un coefficient BBio, un coefficient CEP et un coefficient TIC. Les valeurs limites qui ne doivent pas être dépassées, varient selon où on se trouve en France. Le BBio est le besoin bioclimatique du bâtiment. Le bâtiment s'insère-t-il bien dans son environnement? Le CEP, consommation d'énergie primaire. Le TIC, température intérieure conventionnelle, aussi appelée confort d'été. On évalue la température à l'intérieur d'un local. À la différence avec toutes les RT précédentes, la RT 2012 innove par les contrôles qu'elle instaure. Renforcement du caractère contraignant des exigences. Avant la RT 2012, le MO ne devait fournir qu'une étude thermique. Il pouvait y avoir un contrôle aléatoire, qui concernant 10% des bâtiments, si on se faisait prendre, on pouvait prendre une amende et être enjoint à se mettre en conformité. Depuis la RT 2012, on a un renforcement du contrôle. On a une application du droit commun de la construction. C'est-à-dire que, une fois la construction terminée, qu'on a une évaluation des performances énergétiques et qu'on voit que la RT n'est pas respectée, on peut se retourner contre le constructeur. Deuxième contrôle, beaucoup plus innovant. Il y a de nouvelles formalités pour assurer le contrôle et le respect de cette RT. On va, avec cette RT, intégrer à la procédure d'urbanisme le contrôle du respect de la réglementation thermique. C'est une exception à l'indépendance des législations, on fait un pont entre le droit de la construction RT et le droit de l'urbanisme. En amont, avant même que la construction ne se fasse, le MO doit joindre à son dossier de PC, un engagement de respecter la RT 2012. Article R 431-16 du Code de l'urbanisme. En aval, il y aura également un contrôle. Au moment où se fait la DAACT, il faut délivrer une attestation RT 2012 de fin des travaux. Théoriquement, on fait le test de la porte soufflante. On fait le vide et on voit s'il y a des mouvements d'air et de la déperdition d'énergie. Troisième modalité de contrôle, contrôle du respect de la construction. Permet au maire ou toute personne désignée de visiter la construction pour vérifier que tout est bien respecté. Possibilité de le faire dans les 6 ans suivant l'achèvement. Si pas conforme, on s'expose à une amende, à l'obligation de se mettre en conformité, et dans l'absolu il est possible d'être obligé de démolir. Loi de 2015 Transition énergétique, fixe des objectifs encore plus ambitieux concernant le secteur du bâtiment, on veut la neutralité climatique en 2050. En 2018, autre grande loi qui s'inscrit dans le sillage de celle de 2015, la loi Elan. Cette actualisation des exigences thermiques donnera lieu à l'adoption d'une nouvelle réglementation thermique, il ne sera plus question de RT mais de RE. RE 2020. Avec cette loi, notamment articles 177, 178 et 181, la loi permet d'appréhender tout le cycle de vie du bâtiment. Cette RE 2020 naît avec un décret 2021-1004 du 29 juillet 2021. Elle se veut plus ambitieuse que la RT 2012. Deuxième objectif, adapter les bâtiments aux conditions météorologiques futures. Troisième objectif, lutter contre le changement climatique en diminuant l'empreinte carbone. Les émissions de GES sont pour 70% dues à la construction et la démolition. Cette triple ambition se manifeste par une multiplication des coefficients. Avec l'arrêt 2020 on en a 7, dont un qui n'a pas de valeur contraignante. CEP. CEPNR, consommation d'énergie primaire non renouvelable. C'est sur cette part qu'il faut agir. Coefficient DH degré erreur, remplace le TIC. Il faut que pendant tant d'heures le bâtiment reste entre 26 minimum en été et 28 degrés au plus en été. Et que la nuit ça ne dépasse pas 26 degrés. IC énergie. C'est une analyse carbone de la consommation d'énergie du bâtiment pendant son exploitation. IC construction. On intègre à la performance du bâtiment les émissions de GES sur 50 ans des matériaux et équipements utilisés. Sur les matériaux, leur transport, la démolition et mise en déchetterie des matériaux. IC bâtiment, non contraignant, somme des 2 IC précédents plus besoin en eau du bâtiment. Calculé uniquement à titre indicatif. Cette RE 2020 est entrée en vigueur en 2022 pour partie, entrée en vigueur échelonnée selon les types de bâtiments. Rappelons que ça ne concerne que les constructions de bâtiments. S'agissant des contrôles, on est sur la même base que ce qui est issu de la RT 2012. Cette RE 2020 conduit à un changement d'approche sur la façon de construire, là où on privilégiait le gaz pour se chauffer ou cuisiner, on privilégie désormais l'électricité, car plus verte que le gaz. Bibio. AB. Le problème c'est que certaines entreprises ne suivent pas. Il faut solliciter des bureaux d'études. Ces RT 2012 et RE 2020 ne s'appliquent pas outre-mer, où on a la RTA ADOM réglementation thermique acoustique et aération. 2. La rénovation des bâtiments. Plusieurs obstacles, le coût, le droit de propriété, protection du patrimoine, stratégie politique. C'est pourquoi on a d'autres dispositifs que d'imposer purement et simplement la rénovation.
Selon certaines données, en 2050, 70% du parc immobilier aura été construit avant 2012. À compter de 2030, on est censé passer à 700 000 rénovations par an. Pour ce faire, le gouvernement a adopté en 2018 un plan de rénovation énergétique des bâtiments. C'est pourquoi le CCH contient également des exigences en matière de bâtiments existants. En octobre-novembre 2024 a été adoptée une directive sur la performance énergétique des bâtiments qui impose de mettre en place des plans de rénovation des bâtiments. Mouvement d'ampleur qui ne se limite pas au droit national. RT global, RT par élément, et RT travaux embarqués. Quelle distinction? Ils visent chacun à imposer des travaux de rénovation énergétique lors de travaux de rénovation des bâtiments. La RT globale concerne les opérations de rénovation lourde. Elle trouve son fondement article R173A2 du CCH. Ici, on charge le MO d'évaluer la performance initiale de son bien, et on exige que son bien atteigne à minima les exigences de la RT 2012. On attend une rehausse des normes. 3 conditions qui doivent être réunies pour que la RT s'applique. Le bâtiment doit être achevé depuis le 1er janvier 1948. Le bâtiment doit faire plus de 1000 mètres carrés. Le coût total prévisionnel des travaux doit être supérieur à 25% de la valeur du bâtiment. On ne prend pas en compte le foncier, et un arrêté ministériel donne les prix au mètre carré. Article R173-3 du Code de l'environnement, quand on change un élément du bâtiment, qu'il s'agisse d'un ventilateur plafond, éclairage, on doit faire en sorte de mettre en place des équipements qui répondent à des prescriptions minimales fixées par arrêté ministériel. RT travaux embarqués, article R173-4, le but est le même, mais les modalités d'intervention sont différentes, on impose des travaux de rénovation énergétique pour des travaux d'envergure sur l'enveloppe du bâtiment. B. Les outils non techniques. Premier outil, les crédits d'économie d'énergie. Ensuite, le dit dispositif éco-énergie tertiaire. Troisième outil, le DPE. 1. Les crédits d'économie d'énergie. Dispositif créé depuis 2005. Les dispositions se trouvent dans le Code de l'énergie, article L221-AS. On considère que tous les fournisseurs d'énergie et de carburant en France sont des pollueurs. À ce titre, pèse sur eux une responsabilité, le principe du pollueur-payeur. Les fournisseurs, qu'on appelle les obligés, doivent remettre au bout de 3 ans, à l'État, ce qu'on appelle des CE, des certificats d'économie d'énergie. En fonction de la pollution dont ils sont à l'origine, ils devront fournir tant de certificats. Comment obtenir ces certificats? Ils doivent, par tous les moyens qu'ils veulent, faire réaliser chez les particuliers et professionnels, des travaux d'économie d'énergie. C'est le gain réalisé grâce à ces travaux qui permet d'avoir le certificat. Ces obligés, s'ils n'ont pas atteint leur quota, peuvent en acheter auprès de certains qui auraient des quotas excédentaires. Il y a des personnes qui par leur activité peuvent aider à faire des économies d'énergie, comme la NAH, qui aide à faire des travaux. Elle obtient alors un certificat qu'elle peut revendre. Les obligés peuvent donc acquérir les certificats pour atteindre les quotas. À défaut, ils peuvent être sanctionnés par l'État. Par exemple, la société Géofrance Finance, sanctionnée à hauteur de 250 000 €. Ce mécanisme s'appuie sur le principe du pollueur-payeur, et a un aspect RCE. L'État définit des obligations mais n'est pas le seul à intervenir car les obligés interviennent également dans la rénovation de bâtiments. 2. Le dispositif économie-énergie tertiaire dit. De quoi est-il question? On a des dispositifs prévus spécialement pour les bâtiments à usage tertiaire. Le dit va plus loin que ce qu'on a vu. On impose des obligations de résultat aux propriétaires de bâtiments tertiaires pour qu'ils améliorent la performance énergétique de leurs bâtiments. Il trouve son fondement article L174-1 issu de la loi Elan de 2018. De quoi est-il question? Cet article nous dit que par rapport à 2010, on veut qu'à l'horizon 2030/2040 et 2050, les consommations énergétiques des bâtiments à usage tertiaire aient diminué de 30, 40 et 50%. Pour atteindre ces objectifs inscrits dans la loi, on a un acte réglementaire qui impose des obligations concrètes pour que chaque bâtiment atteigne ces objectifs. On donc un décret venu concrétiser, décret 2019-771 du 23 juillet 2019, codifié article R174-22 et S du CCH. La première obligation est une obligation d'atteindre le résultat aux échéances présentées. Première obligation de résultat, chaque propriétaire doit voir ses bâtiments diminuer des pourcentages du supra. Pour contrôler que tout ceci est bien respecté, l'État a mis en place une plateforme gérée par l'ADEME. Plateforme OPRA. Dispositif de suivi. Tous les ans, les propriétaires des bâtiments concernés ont l'obligation de faire une déclaration sur l'état de consommation de ces bâtiments. Quels sont les bâtiments concernés? Le bâtiment doit abriter une activité tertiaire, marchande ou non, dès lors que le bâtiment fait plus de 1000 mètres carrés. Bâtiments publics et privés. Si ces obligations ne sont pas respectées, il y aura des sanctions. Il faut distinguer obligation de moyens ou résultat. Si l'obligation n'est pas respectée, le préfet doit mettre en demeure les concernés d'agir. S'ils ne le font pas, il l'expose à une sanction d'ordre réputationnel, faculté pour le préfet de recourir au name and shame. Si on se positionne sur l'obligation de résultat, que fait-on si les chiffres ne sont pas atteints? On a le même mécanisme mais avec en plus une sanction financière. Obligation d'établir un programme d'action, name and shame, dernière sanction, qui touche au porte-monnaie des propriétaires de bâtiments à usage tertiaire, sanction pécuniaire de l'ordre de 7 500 €.